dimension visuelle est extrêmement importante au niveau de l'anthropologie. On peut le dire à plusieurs niveaux. Il y a une expression bien connue, loin des yeux, loin du cœur. Les yeux jouent un rôle très important dans le rapport amoureux, avant l'acte d'amour, pendant l'acte d'amour, et d'abord avant, bien entendu. Ça commence comme ça. Il y a des regards, il y a des contacts visuels qui se font. Il y a une attirance visuelle, il y a un décodage des messages et des valeurs qu'incarne l'autre qui vont contribuer à la séduction d'un côté ou probablement de la séduction mutuelle. Par conséquent, le développement actuellement des modes de communication qui sont visuels, si on veut jouer sur les mots, parce qu'ils apparaissent sur un écran, mais qui ne correspondent pas à une présence visuelle au regard d'un tête-à-tête entre deux personnes, on est passé à une sorte de visuel du pauvre, en quelque sorte. Une visuelle de rechange, une visuelle de pis-aller. On a une sorte de petit visuel par des expressions qui sont des signes. L'écriture étant un signe, étant faite de signes, et qui se substitue à un visuel réel, authentique, une présence véritable. Alors, je change de sujet et je passe à la question plus complexe de la façon dont nous nous identifions avec ce qui nous ressemble. Parce que la ressemblance, c'est évidemment lié à la visualité. D'ailleurs, on emploie le mot ressemblance dans la Bible, dans la Genèse. Dieu créa l'homme, Adam, à sa ressemblance. Et Adam engendra Seth, au chapitre 5, à sa ressemblance. On emploie les mots demout, qui vient du mot domé, qui veut dire semblable, et tselem, qui veut dire image. D'où l'expression classique, Dieu créa l'homme à son image. Tselem Elohim. Alors, effectivement, nous avons cette manie, nous, les êtres humains, et probablement pas uniquement nous, puisqu'on sait le rôle des couleurs dans les rapports amoureux d'autres animaux. Hein. La couleur est un élément essentiel dans le règne animal, chez les oiseaux par exemple, mais pas seulement. Et effectivement, nous avons tendance à, et ça se voit sur le plan technologique aussi, nous utilisons des couleurs différentes pour désigner par exemple des feux de circulation, pour désigner sur un clavier ou sur un écran ou sur un... on désigne effectivement des boutons, par exemple le fameux bouton rouge, par exemple, qui indique l'urgence, etc., etc. Mais c'est vrai aussi au niveau des rapports sociaux, on a tendance à, et c'est encore vrai en 2016, on le voit à toutes sortes de niveaux. Dans les services de sécurité, par exemple, à Paris, il y a essentiellement des Noirs. Pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière, mais c'est comme ça. Ça s'est instauré comme ça. C'est un code qui s'est instauré. Et sur ce point, je crois que c'est important de comprendre que on peut changer les significations des codes, on peut changer les significations des couleurs, on ne peut pas changer le fait qu'on se sert des couleurs. Telle couleur peut avoir une signification différente d'un endroit à l'autre. Telle couleur de peau, telle couleur de signal, mais d'une façon comme une autre, d'une façon ou d'une autre, ça sera utilisé. Donc se plaindre que une société attribue des fonctions, je ne dirais pas des qualités, mais des fonctions différentes, des statuts, des rôles différents selon la couleur, ça me paraît tout à fait irréaliste. À tel point d'ailleurs que même quand les couleurs n'existent pas, au niveau de la peau, on crée des uniformes, on crée des habillements, on crée des vêtements qui vont, eux, différencier.
Je sais que dans beaucoup de sociétés, certains habillements étaient réservés à certaines religions. Chez les Juifs, par exemple, le chapeau jaune ou l'étoile jaune dans l'occupation, ou, ou certaines façons de marquer le vêtement qui permettaient d'indiquer que telle personne appartenait à tel groupe. Donc nous jouons sur des tas d'informations visuelles qui sont soit propres à la personne dans son corps, soit propres à l'habillement qui est propre à la personne. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui concerne les femmes notamment, on voit qu'elles continuent à s'habiller différemment des hommes, en dehors de toute considération anatomique. Elles ont une façon d'organiser leur propre garde-robe, elles se permettent des choses dans leur façon de s'habiller que les hommes ne se permettent pas, etc. C'est un fait, c'est visuel et on s'en sert. Alors donc, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Cela dit, dans le débat, parce que finalement c'est à ça que je voulais en venir, donc quand on proteste contre le fait que telle population soit associée à telle catégorie d'activité, quand on dit que cette façon de classer une population dans une certaine catégorie va en limiter l'épanouissement, va en biaiser le fonctionnement, oui, probablement. Probablement, ça a certainement une influence. Ça va déterminer quelque chose. Si ça se poursuit sur des siècles, des millénaires, on peut supposer que ça va jouer à un niveau profond que j'appellerais celui de la subconscience. C'est-à-dire que des facultés finissent par être complètement ancrées en la personne, qui appartient à un groupe, qui est membre d'un groupe donné. Il semble même que, par exemple, professionnellement, si on en croit les travaux de Michel Gauquelin au niveau des statistiques astrologiques, des catégories professionnelles bien précises seraient sensibles, capteraient des signaux cosmiques de façon différenciée. C'est-à-dire que... Maintenant, une autre question que j'aimerais poser, et je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, c'est le processus identitaire. Parce que c'est un peu ça, là, un des arguments des féministes, c'est de dire les femmes, on leur donne de mauvais exemples, des exemples peu excitants, peu stimulants, peu motivants, et ça va jouer sur la façon dont la femme se voit elle-même et se programme elle-même quant à sa carrière. Peut-être, effectivement, peut-être que le fait d'être juif, par exemple, est un incitateur intéressant parce que on se dit qu'il y a quand même c'est une minorité quand même assez puissante sur le plan de ses capacités, de son rôle dans la civilisation, au regard de sa population et de sa démographie. Proportionnellement à sa démographie, elle a quand même un potentiel assez remarquable. Et donc être juif aboutirait à se dire ah oui, mais moi aussi je peux être un petit Einstein, un petit Marx, un petit Freud, un petit ceci, un petit cela. Et inversement, quelqu'un qui appartiendrait à un groupe moins flatteur, si on peut dire, comme par exemple les femmes, quelque part, ça jouerait sur leur morale. Elles n'auraient pas les mêmes incitatifs, même s'il y a une Marie Curie, ou je ne sais qui, ou une George Sand, ou une Virginia Woolf, etc. Mais, quelque part, c'est pas aussi puissant et aussi constant, je dirais, et aussi marquant que chez les Juifs, par exemple, ou tout simplement dans tel et tel pays, la France, par exemple, être français, est-ce que ça peut aussi déterminer des vocations ou être allemand par rapport aux Allemands ou aux Français qui se sont distingués? On peut envisager ce cas de figure. Moi, je pense qu'il faut le relativiser. Je pense qu'il faudrait mieux plutôt parler de un révélateur, oui, effectivement. Un enfant, par exemple, qui voit son papa qui lui ressemble parler, va se dire qu'il peut parler, qu'il doit apprendre à parler, qu'il doit apprendre à marcher. Mais le chien, il va peut-être voir son maître parler, il ne va pas se mettre à parler. Donc il ne faut pas non plus se moquer du monde.
ça n'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire qui est un exemple, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi avoir les potentialités qu'on peut supposer exister, puisque la personne ou l'être en question a les mêmes facultés, fondamentalement, que le groupe auquel il appartient, et qui se sont manifestées dans le passé de façon remarquable, et qui incarnent en quelque sorte l'avenir, le potentiel de développement de chaque individu membre de ce groupe en question. Voilà. Maintenant, qu'il y ait eu, comme je le répète, dans le passé, des instrumentalisations qu'on peut regretter, pourquoi pas? Malheureusement, ces instrumentalisations, de toute façon, elles vont exister d'une manière ou d'une autre. Elles vont continuer, elles vont perdurer. La chose qui ne va pas perdurer, c'est les attributions liées à ces différences. On sait très bien que, par exemple, les Noirs vivant aux États-Unis n'auront pas le même statut quand ils vont au Libéria. Ou par exemple que les Noirs en Afrique du Sud d'une certaine époque n'ont pas le même statut que les Noirs dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, etc. En tout cas, qu'il y a des potentialités, des possibilités de promotion politique, promotion élitique qui n'existaient pas avant. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui peuvent être négociées au niveau de certaines activités, je dirais, qui sont arbitraires, si on peut dire. Je veux dire par là que dans le domaine politique, finalement, on peut nommer quelqu'un pour telle et telle raison, par son sexe, par sa race, etc. Ça n'a pas une énorme importance, parce que la vie politique, c'est quand même une vie de représentation, et que ça n'exige pas forcément un grand génie. On ne peut pas en dire autant dans le domaine scientifique, dans le domaine intellectuel. Donc là, il y a des garde-fous. Donc, il y a des domaines, on sait très bien par exemple que rien n'empêche un président public de nommer un Premier ministre femme. Ça s'est fait en France avec Mitterrand, qui a nommé Edith Cresson, à la suite de Rocard. Bon. Ça s'est fait à différents moments dans différents pays. La dimension politique ne me paraît pas une dimension très concluante. Sauf bien entendu quand il s'agit de personnages qui vont jouer un rôle politique majeur, comme Hitler ou comme Napoléon, etc. Là, on n'est plus dans la discrétion du prince qui s'amuse à nommer une danseuse. Mais dans bien des cas, en ce qui concerne l'idée de parité ministérielle, ça ne pose aucun problème. Hein. On nomme quelqu'un comme ceci ou comme cela, ça n'a pas beaucoup d'importance et c'est pas très concluant. Donc, je reviens à la Bible pour dire que, et je terminerai là-dessus, pour dire qu'une autre hypothèse, c'est que ces différentes populations humaines n'auraient pas forcément la même origine, ne seraient pas apparues au même moment, n'auraient pas le même statut au regard de la création. Création avec un grand C cette fois-ci. Création divine, ou universelle, peu importe. Et donc, est-ce que les femmes et les hommes appartiennent ont la même historicité? Est-ce qu'elles ont les mêmes origines? Et donc, d'une certaine manière, est-ce que certaines différences seraient beaucoup plus profondes que des simples différences sémiologiques? Toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela, mais correspondraient à des humanités différentes, disposant de potentialités différentes, et par conséquent, n'ayant pas dès le départ dans leur ADN les mêmes potentialités. C'est une hypothèse que je pense qu'on ne peut pas exclure. L'idée qu'il y ait une humanité androgynale, pour reprendre le premier chapitre de la Bible et aussi le 5e chapitre, et qui aurait été remplacée à un moment donné, comme le dit le chapitre 2 de la Genèse, par une addition. C'est-à-dire c'est assez complexe ça, parce que de toute façon, entre le premier chapitre de la Genèse et le deuxième chapitre, il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Visiblement, on est dans deux récits de l'histoire de l'humanité qui sont incompatibles jusqu'à un certain point.
Et d'ailleurs, le chapitre 5 reprend le problématique du chapitre 1 d'un Adam androgyne, reprend l'idée que ce Adam androgyne fait un enfant qui s'appelle Seth et qui est à son image, alors que de l'autre côté, on a un chapitre 2 qui voit la femme arriver et Abel et Caïn naître de cette union. Donc c'est totalement... Ce sont deux histoires qui est difficile de relier, hein, de relier très franchement. Mais ça, la critique biblique l'a suffisamment signalé. Bon. Il semblerait que si on s'en tient au récit de la Genèse, il y a le chapitre 1, le chapitre 2, mais il y a le chapitre 5. Et dans le chapitre 5 vient entériner le chapitre 1 et pas le chapitre 2. Alors, je terminerai donc en disant que le visuel est extrêmement important dans les relations sexuelles, dans les relations de couple, et qu'il est également déterminant dans l'organisation sociale, tout comme il l'est dans le domaine des signaux liés à l'utilisation des machines, et que ce visuel peut, dans certains cas, je pense notamment à l'astrologie, peut déterminer des signaux cosmiques, pour parler un peu comme les stoïciens, auxquels l'humanité se conformerait, comme ils disent les stoïciens, il faut se conformer à la nature, mais la nature c'est une nature dont on détermine les éléments, et le cosmos, un certain nombre de cosmos, va incarner cette nature à laquelle l'humanité, la société doit se conformer. Donc, ce visuel, épistémologiquement, il faut bien le comprendre, ne correspond pas forcément à la réalité scientifique. Hein. Quand on dit par exemple qu'une planète est conjointe à une étoile, c'est une apparence visuelle, mais ça ne correspond strictement à rien sur le plan astronomique. Mais à partir du moment où c'est un code qui est affirmé, eh bien, nous pouvons effectivement être porteurs de cette sensibilisation à ce type de code, et on ne peut pas le changer. Donc il y a des codes qu'on peut changer, et il y a des codes qu'on ne peut pas changer. Les codes qui sont ancrés dans ce que j'appelle la subconscience, et d'autres codes qui sont plutôt ancrés dans la surconscience. Et ceux qui sont dans la surconscience, on peut les changer, on peut les permuter, et ceux qui sont dans la subconscience, on ne peut pas les changer. En tout cas, pas encore. Et de toute façon, en tout état de cause, la société a besoin d'une certaine forme de différenciation. Elle ne peut pas être uniforme, unidimensionnelle.